Arrête de te tromper. Tu n'as pas besoin de plus de temps. Tu as besoin d'utiliser mieux celui que tu as déjà. Chaque jour, tu te réveilles en pensant qu'il y aura un lendemain pour commencer à changer, et chaque nuit tu te couches comme la veille. C'est ainsi que la vie s'en va, non pas avec de grandes pertes, mais avec de petites fuites d'heures que tu offres sans t'en rendre compte. Le vrai problème n'est pas que l'horloge avance trop vite, c'est que tu continues à repousser ce qui compte vraiment. Le temps est la ressource la plus précieuse que tu possèdes, et pourtant tu le traites comme s'il était infini. Tu le dépenses en conversations vides, en distractions bon marché, en attendant la motivation parfaite. Chaque minute que tu consacres à ce qui n'ajoute rien est une partie de ta vie que tu ne récupéreras jamais. Et même si cela fait mal de l'accepter, la vie ne te prévient pas quand elle se termine. Un jour, elle s'arrête simplement. Et tout ce qui reste est ce que tu as fait avec chaque heure que tu as eue. Les stoïciens l'avaient bien compris. Tu n'es pas le maître de demain, seulement de cet instant. Marc Aurèle disait que la perte de temps est une forme de mort. Et si tu regardes honnêtement ta routine, tu verras combien de fois par jour tu meurs un peu par peur d'agir. Continuer à attendre le moment idéal pour bouger est la plus grande auto-tromperie qui te vole des années entières. Cette vidéo n'est pas là pour te consoler. Elle est là pour te secouer. Tu vas apprendre à traiter ton temps comme ton bien le plus sacré, à le protéger des personnes et des distractions qui le drainent, à vivre avec intention pour que chaque jour ait du poids et du sens. Si tu cherches des excuses, ce n'est pas ta place. Si tu es prêt à arrêter de gaspiller ta vie, fais attention, parce qu'à partir d'aujourd'hui, chaque heure compte. 1. Protège ton temps. Le temps ressemble à l'eau qui goûte d'un vase fissuré. Peu importe combien tu essaies de le remplir, si tu ne bouches pas les fuites, il finira toujours par se vider. Beaucoup de gens passent leur journée à remplir des tâches, des engagements et des obligations, mais ils ne se rendent pas compte que ce qui épuise n'est pas le manque de temps, mais les petites fissures par lesquelles ils s'échappent. Des messages qui n'apportent rien, des personnes qui ne cherchent que de l'attention, des distractions qui promettent du soulagement, mais qui ne font que voler des minutes. Ainsi, petit à petit, la journée se vide, et lorsqu'ils s'en rendent compte, il ne reste presque plus rien pour ce qui comptait vraiment. Protéger ton temps ne signifie pas vivre isolé ni rejeter tout le monde. Cela signifie apprendre à distinguer entre ce qui est urgent et ce qui est précieux, entre ce qui nécessite ton énergie et ce qui ne fait que la consommer. Les stoïciens savaient que la plus grande richesse d'un homme libre était son temps, car tout le reste peut être perdu et retrouvé, mais les heures ne reviennent jamais. Sénèque l'a écrit avec dureté. Ce n'est pas que nous avons peu de temps, mais que nous en gaspillons beaucoup. Cette phrase n'est pas un reproche doux. C'est un rappel brutal que personne ne nous vole le temps. Nous sommes ceux qui le donnons. Aujourd'hui plus que jamais, protéger son temps est un acte de défense personnelle. Les notifications ne cessent pas. Les réseaux sociaux se disputent ton attention et le bruit externe envahit même les moments les plus simples. Si tu n'établis pas une limite claire, tu finiras par répondre aux demandes des autres tout en mettant ta propre vie en pause. Un message non urgent peut attendre. Un commentaire vide ne mérite pas de réponse. Et un conflit qui ne te concerne pas ne mérite pas ton énergie. Dire non est une façon de protéger ta paix et ton temps. Pense à ta journée comme à un compte bancaire. Chaque heure est comme une pièce que tu peux investir ou donner. Beaucoup se réveillent en dépensant les premières pièces à vérifier ce que les autres font sur leurs écrans, puis se plaignent de ne pas avoir de temps pour ce qu'ils veulent vraiment construire. La réalité est qu'il ne s'agit pas d'un manque d'heures, mais d'une mauvaise gestion. Si tu traites ton temps comme tu traites ton argent, tu remarqueras combien il est facile d'arrêter de le donner à ceux qui ne te donnent rien en retour. Protéger ton temps exige de la discipline, mais aussi du courage pour affronter l'inconfort de dire non. Les gens autour de toi peuvent ne pas comprendre, voire t'accuser d'être distant ou égoïste. Mais celui qui n'apprend pas à poser des limites finit par vivre pour les intérêts des autres. Un homme ou une femme qui sait ce qu'il veut ne laisse pas n'importe qui disposer de son agenda. Si tu ne décides pas à quoi tu dis oui, d'autres le feront pour toi et ce ne sera pas à ton avantage.
La pratique stoïcienne pour prendre soin du temps est simple. Chaque matin, détermine ce qui mérite ton attention et ce qui ne le mérite pas. Fais une liste courte, pas plus de 3 priorités réelles, et accomplis-les avant d'ouvrir la place aux distractions. Avant de t'engager à quelque chose, demande-toi si cela contribue à ton but, ou si c'est juste une façon de perdre du temps déguisé en urgence. Et chaque soir, fais un bref bilan de la façon dont tu as investi la journée, non pas pour te punir, mais pour corriger les fuites que tu as laissées ouvertes. Celui qui protège son temps ne vit pas plus, mais vit mieux, parce que chaque heure utilisée avec intention a un poids différent. Elle laisse des souvenirs, génère du progrès, construit la paix. Le monde est plein de voleurs de temps qui ne semblent jamais dangereux, mais ils le sont. Des conversations inutiles, des discussions répétées, de fausses promesses de divertissement rapide. Protéger ton temps n'est pas de la froideur, c'est du respect pour ta propre vie. Si tu ne le fais pas, personne ne le fera pour toi. 2. Agis sans attendre. Le temps ressemble à un train qui ne prévient pas de son départ. Il arrive, ouvre les portes pour un instant et s'en va sans regarder en arrière. Beaucoup le voient venir, mais restent hésitants, se demandant si c'est le bon wagon, si le siège sera confortable, s'il devrait attendre le prochain. Quand ils décident enfin de monter, le train a déjà disparu à l'horizon. C'est ainsi que fonctionne la vie. Les opportunités ne t'attendent pas pour être prêt, elles passent pendant que tu continues à planifier le moment parfait qui n'arrive jamais. Les stoïciens insistaient sur le fait que demain n'est pas garanti, que l'attente de tout contrôler n'est qu'une autre façon de perdre la vie. Épictète avertissait qu'il ne faut pas retarder l'apprentissage de ce qui compte, car le retard n'est pas de la prudence, c'est de la peur déguisée en préparation. La vérité inconfortable est que beaucoup confondent prudence et procrastination, analyse et paralysie. Agir sans attendre n'est pas se lancer sans réfléchir. C'est arrêter de justifier l'inaction par des excuses élégantes. Combien de fois as-tu dit que tu commenceras quand tu auras plus de temps, quand l'environnement s'améliorera, quand tu te sentiras motivé? Tu le répètes comme si demain était un lieu réel qui t'attend. Mais demain n'est qu'une illusion que tu utilises pour repousser ce que tu devrais faire aujourd'hui. Le problème n'est pas que tu ne sais pas ce qu'il faut faire, mais que tu penses qu'il y aura un moment spécial qui te poussera à le faire. Ce moment n'arrivera jamais, car l'élan ne vient pas du calendrier, il vient de la décision. Le stoïcisme enseigne que l'action est l'antidote contre l'anxiété. Tant que tu penses trop, la peur grandit. Tant que tu attends l'occasion parfaite, ton esprit invente plus d'obstacles. Faire le premier pas, même s'il est petit, brise l'inertie et te redonne le contrôle. Une minute d'action vaut mieux que 1000 heures de doute. Et chaque décision que tu prends immédiatement, même si elle n'est pas parfaite, renforce ton caractère et te rapproche plus de ton objectif que de rester immobile à la recherche de garanties. Agir sans attendre ne signifie pas vivre avec une impulsivité aveugle. Cela signifie reconnaître que le scénario parfait n'existe pas et que le progrès commence avec les ressources et les connaissances que tu as aujourd'hui. Si tu attends de tout maîtriser avant de commencer, tu ne progresseras jamais, car il y aura toujours quelque chose que tu ne connais pas. Les stoïciens conseillaient d'accepter l'imperfection du début comme faisant partie du chemin. N'attends pas une clarté totale, déplace-toi simplement avec suffisamment de clarté pour le prochain pas. Pense à combien d'opportunités sont passées devant toi pendant que tu continuais à planifier le plan. La vie ne va pas s'arrêter pour que tu finisses de penser. Si tu ne bouges pas, quelqu'un d'autre prendra ta place. Une autre circonstance rendra la chose impossible ou ta propre motivation s'éteindra. L'action précoce crée l'habitude d'avancer même lorsque les conditions ne sont pas idéales. Et cette habitude est ce qui distingue ceux qui construisent leur destin de ceux qui regardent les autres le faire. Une pratique simple pour appliquer ce principe stoïcien est d'utiliser la règle de ne pas laisser une décision simple être reportée plus de 5 minutes. Si tu sais que tu dois envoyer ce message, commencer ce projet ou apprendre cette compétence, fais le premier pas aujourd'hui, même s'il est minime.
L'action immédiate réduit le poids mental de la tâche et montre à ton esprit que tu es aux commandes, pas tes doutes. La vie ne récompense pas celui qui attend, elle récompense celui qui ose bouger. Chaque jour que tu attends est un jour qui ne revient jamais, une porte qui se ferme, un train qui s'éloigne. Agir sans attendre, c'est vivre avec l'urgence de celui qui comprend que le temps est limité. 3. Apprends du passé. Le passé ressemble aux cicatrices sur la peau. Elles ne s'effacent pas, mais elles ne font pas mal non plus si tu sais pourquoi elles sont là. Chaque marque garde une histoire, une erreur, une leçon que le temps a essayé de t'enseigner. Cependant, beaucoup de gens continuent à gratter les vieilles blessures, comme si les rouvrir encore et encore changerait ce qui s'est passé. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que les cicatrices ne sont pas là pour revivre la douleur, mais pour te rappeler ce que tu as déjà surmonté et te mettre en garde contre les chemins que tu ne devrais pas répéter. Les stoïciens voyaient le passé comme un maître silencieux. Sénèque disait que le souvenir des erreurs devait servir à ne pas retomber dedans, et non à nous tourmenter. Apprendre du passé exige une honnêteté brutale, car il oblige à reconnaître les fois où tu as gaspillé ton temps, agi sur un coup de tête ou cédé à des distractions inutiles. La plupart préfèrent blâmer les circonstances ou les autres, mais c'est le moyen le plus rapide de rester coincé en répétant les mêmes décisions qui ont mené au même endroit. L'erreur n'est pas d'avoir échoué, mais de ne pas avoir réfléchi à la raison. Chaque expérience que tu as vécue, bonne ou mauvaise, a été un investissement de temps, et si tu n'en tires rien, ce temps a été complètement perdu. Apprendre du passé signifie transformer ces heures en connaissances, les utiliser comme une boussole pour le présent. Même le regret peut devenir un allié si tu sais le transformer en élan pour faire les choses différemment. Beaucoup s'accrochent à ce qui s'est déjà passé dans l'espoir de le changer à travers le souvenir, mais le passé est immuable. La seule chose que tu peux changer est la signification que tu lui donnes. Un échec peut rester une blessure ouverte ou devenir l'avertissement qui te maintient en alerte. La douleur peut rester un poids inutile ou devenir le rappel de ta résistance. Le choix de comment utiliser le passé est toujours entre tes mains. Le stoïcisme enseigne à regarder en arrière avec un esprit froid, pas avec des émotions débordantes. Écrire ce que tu as appris de chaque erreur et l'analyser calmement est une pratique puissante pour libérer le poids du regret. Demande-toi quelles décisions tu as prises sur un coup de tête, quels signaux tu as ignorés, quelles habitudes ont contribué au résultat. Non pas pour te punir, mais pour éviter que le même schéma se répète. Chaque leçon que tu tires du passé est comme fermer une fissure par laquelle s'échappait ton temps et ton énergie. Apprendre du passé implique aussi de te pardonner. Il n'y a pas de sagesse possible si tu continues à te voir comme quelqu'un qui ne mérite pas de s'améliorer. Les stoïciens savaient que l'erreur fait partie de la condition humaine, mais ils insistaient pour ne pas permettre que l'erreur se répète par négligence. S'accrocher au remords ne fait qu'allonger la souffrance et voler le temps que tu pourrais utiliser dans le présent. Le pardon est un acte de stratégie. Arrête de nourrir la culpabilité pour libérer de l'énergie que tu pourras maintenant investir pour agir mieux. Le passé est une ressource inestimable parce qu'il est déjà payé avec des heures de ta vie. Il ne reviendra pas, mais son utilité dépend de toi. Si tu ne te souviens de lui que comme d'une collection de défaites, il devient un poids mort. Si tu l'utilises comme un manuel écrit avec ta propre expérience, il devient la carte qui te guide vers un meilleur avenir. Ne ignore pas ces avertissements et ne le sucre pas avec de la nostalgie. Regarde-le tel qu'il était et prends de lui ce dont tu as besoin pour ne plus perdre de temps. Celui qui n'apprend pas du passé est condamné à passer ses jours à répéter les mêmes erreurs, comme un prisonnier tournant en rond. Celui qui le comprend, en revanche, parvient à marcher plus légèrement, car chaque erreur cesse d'être une chaîne et devient une marche. 4. Vis le présent. Le présent ressemble au sable qui s'écoule entre les doigts. Plus tu essaies de le retenir fermement, plus il s'échappe rapidement. Cependant, si tu relâches ta main et apprends à le tenir avec soin, il reste suffisamment longtemps pour que tu puisses l'apprécier. C'est ainsi que sont les instants que tu as en ce moment, fragiles et éphémères,
impossibles à stocker pour plus tard. La plupart des gens les laissent tomber parce que leur esprit est pris entre le poids du passé et l'anxiété du futur. Et finalement, ils se réveillent avec le sentiment que les années se sont évaporées sans avoir été vécues. Les stoïciens enseignaient que la vie n'existe que dans le présent. Marc Aurèle le répétait clairement. L'homme ne vit ni le passé ni le futur, seul l'instant présent lui appartient. Vivre le présent ne signifie pas ignorer ce qui s'est passé, ni se désintéresser de ce qui viendra. Cela signifie ne pas permettre à l'un ou à l'autre de te voler le temps que tu es en train de vivre. Si tu ne maîtrises pas cette idée, tu deviendras prisonnier de souvenirs que tu ne peux pas changer et de peurs qui ne se réaliseront peut-être jamais. L'esprit humain a tendance à chercher refuge dans ce qui a été ou dans ce qui pourrait être, comme si le moment présent n'était pas suffisant. Cette habitude te fait perdre des heures précieuses. Pendant que tu te remémores d'anciennes conversations, que tu revives des erreurs passées ou que tu anticipes des problèmes futurs, le présent se consume silencieusement. C'est comme payer un loyer très élevé pour vivre dans un endroit où tu n'es jamais. Et quand tu t'en rends compte, ce qui était réel est déjà parti, l'instant que tu avais pour agir. Vivre le présent exige une attention délibérée. Il ne suffit pas d'être physiquement à un endroit, tu dois aussi y être avec ton esprit. Manger sans regarder ton téléphone, écouter quelqu'un sans penser à la réponse, marcher en ressentant l'air et le pas. Ces actes peuvent sembler petits, mais ils sont la base pour reprendre le contrôle de ta vie. Si tu ne peux pas être présent dans la vie quotidienne, tu ne pourras pas l'être non plus lorsque les moments décisifs arriveront. Le stoïcisme propose la pratique de la pleine conscience sans fioriture mystique. Simplement t'arrêter, observer et accepter la réalité telle qu'elle est maintenant. Si tu fais face à un problème, n'imagine pas 1000 résultats futurs. Concentre-toi sur ce que tu peux résoudre en cet instant. Si tu profites d'une pause, ne la remplis pas de soucis inutiles. Chaque moment est un espace que tu peux honorer ou gaspiller, et ce choix, tu le fais constamment. Pour y parvenir, tu dois apprendre à lâcher prise sur l'obsession du contrôle total. Le présent n'a pas besoin d'être parfait pour être vécu intensément. Les stoïciens savaient que beaucoup de choses nous échappent, et lutter contre elles ne génère que de la frustration. Une pratique simple est de commencer la journée en te rappelant que cette journée ne se répétera pas. Fais une courte pause avant de commencer tes tâches et reconnais que ce que tu vis ne reviendra pas de la même manière. Cette prise de conscience aiguise l'importance des décisions que tu prends et te motive à ne pas reporter ce qui est significatif. Une autre pratique est de vérifier chaque soir si tu as vraiment vécu la journée, si tu as été présent dans les conversations, au travail, dans les petits moments qui auraient pu devenir des souvenirs précieux. Celui qui apprend à vivre le présent cesse de sentir que la vie passe trop vite, parce qu'au lieu de poursuivre le temps, il l'accompagne pas à pas. Il se rend compte que la richesse de l'existence ne réside pas dans les années accumulées, mais dans la qualité des instants bien vécus. 5. Célébrer chaque avancée. Les petites victoires ressemblent à de minuscules graines qui tombent sur le sol. Beaucoup les piétinent, sans s'en rendre compte, parce qu'ils s'attendent à voir un arbre imposant immédiatement. Cependant, chaque graine enterrée et soignée quotidiennement est celle qui plus tard donnera de l'ombre et des fruits. Il en va de même pour les progrès personnels. Ils sont discrets, presque invisibles au début, mais sans eux, il n'y a pas de véritable progrès. Celui qui n'attend que les grands succès vit dans la frustration, croyant qu'il ne progresse pas, tout en négligeant l'effort qui soutient sa croissance. Les stoïciens comprenaient que la vie est faite de pas, pas de sauts. Épictète enseignait que le véritable progrès n'est pas un spectacle pour les autres, mais un travail interne constant. Célébrer chaque avancée n'est pas un acte de vanité, c'est une stratégie pour nourrir la discipline. Si tu attends de te sentir fier seulement lorsque tu atteindras l'objectif final, tu t'épuiseras avant d'y arriver parce qu'il semblera que rien ne change. Reconnaître les petits pas te rappelle que le chemin a déjà commencé et que chaque effort compte. Le problème de beaucoup est qu'ils comparent leur rythme à celui des autres. Ils voient les réussites des autres et sentent que les leurs sont insignifiantes.
Cette comparaison vole de l'énergie et aveugle le véritable progrès. Chaque personne a son propre processus et mesurer tes pas avec la règle de quelqu'un d'autre est aussi absurde que d'exiger d'une graine qu'elle porte des fruits le jour même où elle a été plantée. Le stoïcisme enseigne à se concentrer sur ce que tu peux contrôler et cela inclut le rythme de ton propre progrès. Célébrer les progrès ne signifie pas se contenter ni s'arrêter. Cela signifie reconnaître que tu es mieux aujourd'hui qu'hier même si tu n'es pas encore arrivé où tu le souhaites. Cette reconnaissance renforce le caractère parce qu'elle t'apprend à valoriser l'effort et non seulement le résultat. Lorsque tu célèbres une habitude accomplie, une tâche terminée, une peur surmontée, tu renforces l'idée que le progrès est possible et que chaque pas te rapproche de l'objectif. Une pratique simple consiste à terminer chaque journée en identifiant au moins une chose que tu as faite mieux que la veille. Il se peut que tu aies réussi à te concentrer une demi-heure de plus, que tu aies répondu calmement à une situation difficile, ou que tu aies été constant dans ton entraînement physique. L'écrire et le reconnaître crée un sentiment de progrès qui maintient la motivation vivante. Cette habitude empêche que tu te sentes piégé dans une routine interminable, car elle te montre des preuves quotidiennes de ton propre progrès. Le stoïcisme nous rappelle également que nous devons être justes envers nous-mêmes. Beaucoup sont rapides pour pointer leurs défauts, mais lents pour reconnaître leurs efforts. Cette attitude ne fait que saper et mener à la frustration. La discipline ne se nourrit pas de critiques constantes, mais du sentiment que chaque effort a de la valeur. En célébrant chaque avancée, tu entraînes ton esprit à se concentrer sur la croissance, pas sur la stagnation. Les grands objectifs sont toujours composés de dizaines de petites réalisations qui s'accumulent avec le temps. Sans la patience de reconnaître chacune d'elles, tu perdras de vue ce que tu as déjà construit. Tout comme un artisan apprécie chaque partie de son œuvre pendant qu'il la crée, tu dois également valoriser chaque fragment de ton progrès. Cette mentalité te rend résistant à la démoralisation parce que tu ne dépends pas d'un grand moment pour ressentir de la satisfaction. Celui qui apprend à célébrer chaque avancée cesse de sentir que son effort est inutile. Il commence à voir la croissance comme un processus constant et non comme un événement soudain. 6. Dis non sans culpabilité. Dire non ressemble à fermer une porte en plein milieu d'une tempête. De l'extérieur, des coups, du vent et du bruit essaieront de s'infiltrer. Mais si tu ne fermes pas fermement, tout ce qui entre finira par inonder ton espace. C'est ainsi que fonctionnent beaucoup des exigences auxquelles tu fais face chaque jour. Des demandes d'autrui, des engagements inutiles, des distractions déguisées en urgence. Si tu n'apprends pas à fermer la porte à temps, ta vie se remplit de tâches que tu n'as pas choisies et d'obligations qui ne te construisent pas. Le problème n'est pas le manque de temps, mais la difficulté à dire non. Beaucoup pensent qu'en refusant quelque chose, ils déçoivent les autres, portent le poids de paraître égoïstes ou craignent de perdre l'approbation de ceux qui les entourent. Cette attitude donne le contrôle de ton agenda à d'autres personnes. Les stoïciens comprenaient que celui qui ne maîtrise pas son propre temps est esclave des priorités d'autrui. Sénèque avertissait qu'il n'est pas possible de vivre librement si chaque décision dépend du désir de plaire aux autres. Dire non sans culpabilité est un acte de respect envers toi-même. C'est reconnaître que ton énergie et tes heures sont limitées et que tu ne peux pas les dépenser sur tout ce qu'on te demande. Il ne s'agit pas d'être froid ou de rejeter par caprice, mais de choisir judicieusement à quoi tu dis oui. Chaque fois que tu acceptes quelque chose qui n'est pas important pour toi, tu renonces à ce qui compte vraiment. La vie exige des décisions et l'une des plus précieuses est d'apprendre à refuser sans ressentir de remords. La peur du non vient souvent du désir d'éviter les conflits. Tu penses que dire non générera des frictions ou des déceptions, mais la réalité est qu'il y aura toujours quelqu'un d'insatisfait de tes limites. Essayer de plaire à tout le monde est une bataille perdue qui ne produit que de l'épuisement. Les stoïciens enseignaient à se concentrer sur ce qui dépend de soi-même, et l'approbation des autres n'est pas sous ton contrôle. Ce que tu peux contrôler, c'est à quoi tu consacres ton temps. Pour pratiquer ce principe,
Commence par identifier les engagements que tu acceptes seulement par habitude ou par peur de déranger. Demande-toi si cette tâche contribue à ton but ou si elle ne fait que drainer ton énergie. Si elle n'apporte rien, apprends à décliner avec politesse mais avec fermeté. Il n'est pas nécessaire de justifier chaque décision. Parfois, ce n'est pas possible maintenant ou ce n'est pas dans mes priorités suffit. La culpabilité diminue lorsque tu comprends que dire non aux autres, c'est te dire oui à toi-même. Le stoïcisme rappelle que toute ressource finie doit être gérée avec sagesse, et le temps est la plus finie de toutes. Chaque non que tu dis est un espace que tu libères pour ce qui te donne vraiment de la croissance et de la paix. Chaque fois que tu repousses tes projets pour plaire à quelqu'un, tu retardes ton propre développement. Vivre avec clarté nécessite de reconnaître que tu ne peux pas être partout ni répondre à toutes les attentes. Dire non sans culpabilité ne signifie pas devenir insensible ou cesser d'aider. Cela signifie avoir des priorités claires et des limites fermes. Seul celui qui sait refuser peut offrir un oui authentique quand cela compte. Aider les autres au détriment de ton propre bien-être n'est pas une vertu, c'est de l'épuisement déguisé en bonté. Les stoïciens valorisaient la tempérance, et cette vertu implique de mesurer jusqu'où tu peux céder sans compromettre l'essentiel. Lorsque tu apprends à dire non, tu découvres que tu ne perds pas de relations précieuses. Seuls s'éloignent ceux qui voulaient ton temps, pas ta compagnie. Les autres, ceux qui t'apprécient vraiment, comprendront et respecteront tes limites. Chaque non te rend un fragment de contrôle. Chaque limite te rappelle que ton temps est à toi. 7. Utilise bien ton temps libre. Le temps libre ressemble à un jardin silencieux dans lequel beaucoup entrent seulement pour jeter des ordures. Ils le négligent en pensant que c'est un espace sans valeur, mais c'est sur ce terrain que poussent les idées, la créativité et le calme qui nourrissent le reste de la vie. Si tu ne le cultives pas avec intention, il se remplit de mauvaises herbes, distractions vides, habitudes qui te volent de l'énergie, conversations qui ne laissent rien. Et quand vient le moment de récolter le bien-être ou la clarté mentale, tu ne trouves rien parce que tu n'as jamais semé. Le problème n'est pas d'avoir peu de temps libre, mais de l'utiliser sans réfléchir. La plupart le gaspillent en éteignant des écrans le matin et en les allumant le soir, en le consacrant à du contenu qui n'apporte rien, à des discussions étrangères ou à des distractions qui cherchent seulement à divertir sans nourrir. Il n'y a pas de vrai repos quand ce que tu consommes épuise plus que ce qu'il récupère. Sénèque défendait l'oisiveté productive comme l'un des plus grands privilèges humains. Il ne parlait pas de travailler plus, mais d'utiliser ces espaces pour des activités qui enrichissent l'esprit. Lire, réfléchir, écrire, observer, apprendre. Le repos n'est pas seulement l'inactivité, c'est choisir des activités qui restaurent l'énergie et élargissent la vision du monde. Si tu traites ton temps libre comme une décharge de ce qui reste de la journée, tu perds le terrain le plus fertile pour grandir. Bien utiliser son temps libre ne signifie pas remplir chaque minute avec des tâches exigeantes, ni éliminer le divertissement. Cela signifie être conscient que ces espaces sont un investissement qui définit ton bien-être. Une promenade en plein air, une conversation sincère avec quelqu'un que tu apprécies ou apprendre quelque chose de nouveau sont des formes de loisirs qui nourrissent plus que des heures entières devant un écran. L'important est que tu choisisses des activités qui laissent quelque chose en toi, même si ce n'est que la paix mentale. Une pratique stoïcienne utile est de consacrer un moment de chaque jour libre à la réflexion. Cela peut être d'écrire quelques lignes sur ce que tu as appris, de lire un livre qui t'inspire à penser ou simplement de t'asseoir en silence pour organiser tes pensées. Ces actes, bien qu'ils semblent simples, renforcent la clarté mentale et empêchent que le temps de repos ne devienne du temps perdu. Une autre habitude précieuse est de planifier le loisir avec la même sérieux que tu planifies le travail. Réserve des espaces pour ce que tu aimes vraiment et qui t'aide à grandir et protège-les des distractions inutiles. Si tu ne décides pas à l'avance comment utiliser ton temps libre, d'autres le décideront pour toi et tu finiras par le gaspiller en choses que tu n'as pas choisies. Le loisir planifié n'est pas de la rigidité, c'est du respect pour toi-même.
Les stoïciens recommandaient également de profiter du temps libre pour cultiver des relations significatives. Passer un après-midi de qualité avec la famille, avec des amis sincères ou même avec toi-même en silence a plus de valeur que des heures entières partagées avec des personnes qui ne font que drainer ton énergie. La qualité du temps libre se mesure par comment tu te sens après, renouvelé, inspiré ou simplement vide. Celui qui apprend à bien utiliser son temps libre cesse de le voir comme des minutes supplémentaires et commence à le considérer comme une ressource essentielle pour son équilibre. Ces moments, bien utilisés, renforcent la discipline et la clarté pour affronter les jours les plus exigeants. En revanche, les gaspiller ne fait qu'augmenter le sentiment de fatigue et d'avoir perdu une autre journée qui ne reviendra pas. Le temps libre n'est ni un luxe ni une récompense. C'est une partie fondamentale de ta vie. Si tu le remplis de bruit et de distractions, tu te prives de la possibilité de vraiment te reposer et de trouver un sens dans les espaces tranquilles. 8. Créer des souvenirs précieux. La vie ressemble à un album qui reçoit chaque jour une nouvelle page blanche. Beaucoup le remplissent de gribouillages qu'ils oublient en quelques heures, des discussions triviales, des routines répétées, des moments sans présence réelle. Ensuite, ils se demandent pourquoi les années passent sans laisser de traces. Créer des souvenirs précieux ne signifie pas attendre des événements extraordinaires, mais apprendre à vivre de manière à ce que chaque instant ait un poids qui mérite d'être conservé. Les stoïciens comprenaient que le véritable héritage n'est pas les possessions matérielles, mais les expériences qui façonnent le caractère. Marc Aurèle avertissait que la valeur de l'existence se mesure par la qualité de ce que nous nous souvenons en regardant en arrière. Accumuler des objets est facile, mais aucun ne reste dans la mémoire aussi longtemps qu'une conversation significative, un geste courageux, une après-midi vécue intensément. Le problème est que beaucoup de personnes passent leur journée prise dans la précipitation et le bruit, comme si elles vivaient en pilote automatique. Elles courent d'une tâche à l'autre sans prendre le temps de savourer ce qui compte vraiment. À la fin de la journée, elles ont l'impression que tout a été un flou, un ensemble d'heures qui n'ont laissé aucune trace. Cela se produit parce qu'elles confondent productivité avec vie et pensent que seuls les grands jalons méritent attention. En réalité, les moments qui marquent le plus sont souvent simples mais pleins de présence. Créer des souvenirs précieux exige de l'attention et de la décision. Cela signifie choisir d'être vraiment présent dans les petits instants. Un repas avec quelqu'un d'important, une conversation sincère, un coucher de soleil vu sans distraction. Il ne s'agit pas de vivre à la recherche de photos à montrer, mais de forger des expériences qui ont du sens pour vous, même si personne d'autre ne les voit. Ce qui rend quelque chose mémorable n'est pas le luxe ou le spectacle, mais la connexion authentique que vous créez à ce moment-là. Une pratique stoïcienne pour y parvenir est de limiter le bruit externe lorsque vous êtes face à un moment significatif. Éteignez le téléphone lorsque vous partagez un repas avec quelqu'un que vous aimez. Écoutez vraiment sans penser à la réponse. Prenez le temps de contempler la nature sans hâte. Ces actions simples renforcent la mémoire car ce qui est vécu est enregistré plus clairement lorsque vous êtes totalement présent. Il est également important d'apprendre à prioriser les expériences sur les objets. Un cadeau matériel peut perdre de la valeur avec le temps, mais une expérience partagée laisse une marque qui dure toute une vie. Investir dans un voyage, apprendre quelque chose de nouveau avec quelqu'un de proche ou même passer une après-midi tranquille avec une bonne conversation peut avoir plus d'impact que n'importe quel objet acheté. Les stoïciens valorisaient les actions qui laissaient des traces dans le caractère et dans l'âme, pas sur les étagères. Créer des souvenirs précieux n'est pas une question d'attente pour des occasions spéciales, c'est une question de donner du sens aux jours ordinaires. Même dans la routine se cachent des opportunités pour créer des moments qui valent la peine. Préparer un repas avec dévouement, prendre quelques minutes à la fin de la journée pour réfléchir calmement, remercier ceux qui sont à vos côtés. La clé est de choisir de vivre avec intention, pas de laisser la journée passer sans plus.
Celui qui cultive des souvenirs précieux ne sent pas que le temps lui échappe sans laisser de traces, car chaque expérience devient une pièce qui donne du sens à son histoire. Ces souvenirs ne nourrissent pas seulement la mémoire, ils renforcent également le présent, car savoir que vous avez vécu de manière consciente vous donne la paix et la motivation pour continuer à créer des moments qui comptent. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, arrête de courir après les femmes. Chaque fois que tu le fais, tu perds de la valeur à leurs yeux et à tes propres yeux. Ce qui détruit ton attrait n'est ni ton physique ni ton compte en banque, c'est l'énergie de besoin que tu transmets lorsque tu essaies de la convaincre de te choisir. Rien n'éloigne plus que l'odeur du désespoir déguisé en gentillesse. Ce n'est pas ton devoir de prouver à quiconque que tu mérites d'être aimé. C'est ton devoir de vivre de manière à ce que ta présence parle pour toi. L'erreur de beaucoup d'hommes est de croire que être complaisant, flatter excessivement ou se montrer toujours disponible est la clé pour conquérir une femme. Mais cette gentillesse n'est pas authentique, elle naît de la peur du rejet, et les femmes le perçoivent immédiatement. Personne n'est attiré par quelqu'un qui renonce à sa propre valeur pour plaire. Au lieu de respect, tu génères de la pitié ou de l'indifférence. Le véritable attrait ne se mendie pas, il se projette. Il ne s'agit pas d'être cruel ou arrogant, il s'agit d'arrêter de supplier et de commencer à agir comme un homme qui sait qui il est. Lorsque tu arrêtes d'essayer de convaincre, tu retrouves ton pouvoir. Tu deviens intéressant non pas pour ce que tu dis, mais pour la façon dont tu vis, pour la fermeté avec laquelle tu défends tes limites, pour la passion que tu mets dans tes objectifs et le calme avec lequel tu gères le rejet. Cette vidéo n'est pas pour apprendre des phrases séduisantes ou des jeux psychologiques. Elle est pour réveiller l'homme qui s'est perdu en essayant d'impressionner les autres. Ici, tu vas apprendre que l'indifférence authentique, la valeur démontrée et l'investissement émotionnel ne sont pas des astuces, mais des principes qui transforment ta façon de te relier. Parce que le respect et l'attraction ne se supplient pas, ils s'inspirent. Aujourd'hui, tu arrêteras de chercher l'approbation et tu commenceras à devenir quelqu'un qui n'a pas besoin de convaincre pour être désiré. 1. Vise une vie qui parle pour toi. Il y a des phares qui ne crient pas pour guider les bateaux. Ils restent simplement fermes, allumés et visibles, même au milieu de la tempête. Ta vie doit être ainsi, si tu veux arrêter de convaincre quelqu'un que tu vaux la peine. Beaucoup d'hommes tombent dans le piège d'essayer d'expliquer leur valeur avec des mots, cherchant à prouver qu'ils sont bons, attentionnés ou intéressants. Mais le véritable respect et l'attraction ne se construisent pas avec des discours, mais avec la façon dont tu vis chaque jour. Un homme qui a besoin de dire qu'il est précieux ne l'est pas encore. Un homme qui le démontre par ses actions n'a rien à justifier. Le problème commence quand tu vis avec ton regard tourné vers l'extérieur. Si ta routine tourne autour de l'impression que tu fais sur les autres, ta vie cesse d'être la tienne et devient un spectacle pour l'approbation des autres. C'est le chemin le plus rapide vers la frustration. Car il y aura toujours quelqu'un qui ne se laissera pas convaincre, qui te critiquera ou t'ignorera. Et si ton estime de toi dépend de cette réponse, tu es pris au piège, dans un jeu que tu ne gagneras jamais. C'est pourquoi la première étape n'est pas d'apprendre à mieux parler ou à t'habiller d'une certaine manière. C'est de construire une existence qui soit digne d'admiration, même si personne ne la regarde. Pense à l'homme qui se réveille tôt non par obligation, mais parce que son projet personnel l'enthousiasme. À celui qui prend soin de sa santé parce qu'il comprend que son corps est l'outil avec lequel il affrontera chaque défi. À celui qui tient sa parole, même si personne ne le surveille. Cette cohérence silencieuse est celle qui, tôt ou tard, devient visible. Les gens font confiance à celui qui obtient des résultats, pas à celui qui promet sans tenir. Et les femmes perçoivent ce genre de solidité même si elles ne le disent pas, car le comportement constant projette de la sécurité. Vivre une vie qui parle pour toi signifie arrêter d'investir ton énergie à convaincre les autres,
et la consacrer à polir ton caractère. Cela signifie que ta carrière, tes habitudes, tes amitiés, ta façon de réagir aux difficultés, tout soit un témoignage de ta discipline et de ton but. Tu n'as pas besoin de te vanter de ce que tu fais quand ce que tu fais parle déjà pour toi. Du point de vue stoïcien, ce n'est pas seulement un conseil pratique, c'est un principe fondamental. Les stoïciens enseignaient que la vertu est le véritable bien et que la vie doit être construite autour d'elle. Si tu agis avec justice, courage, tempérance et sagesse, chaque aspect de ta journée devient une preuve de ton caractère. Marc Aurèle ne cherchait pas la reconnaissance, il cherchait à vivre selon son devoir. Et cette cohérence est ce qui l'a rendu admiré même des siècles plus tard. Lorsque tu concentres ta vie sur la maîtrise de toi-même, tu attires un respect authentique parce que tu transmets une force intérieure. Si tu veux arrêter de convaincre quelqu'un que tu vaux la peine, commence par ne pas négocier tes principes. Respecte ta parole, maintiens la discipline dans ton corps et dans ton esprit, travaille pour quelque chose de plus grand que l'approbation externe. Les femmes peuvent être attirées par l'apparence physique, mais ce qui maintient leur intérêt est la perception que ta vie a une direction et que tu ne dépends pas d'elle pour te sentir complet. Celui qui construit sa valeur sur des fondations solides ne désespère pas pour l'attention. Celui qui manque de but finit toujours par la mendier. Une vie qui parle pour toi ne se construit pas du jour au lendemain, mais chaque jour où tu agis avec cohérence, tu ajoutes des briques à cette structure. Lorsque tu te concentres sur l'amélioration en silence, sans annoncer chaque étape, tu obtiens un type de magnétisme qui ne peut être falsifié. Tu n'as pas besoin de convaincre quiconque que tu es différent. Ils le remarqueront par la façon dont tu te déplaces, dont tu parles et dont tu décides. 2. Arrête de chercher l'approbation des autres. Les ombres changent de forme à chaque mouvement du soleil. Et un homme qui dépend de l'approbation des autres vit comme cette ombre. Il n'a jamais une forme propre, il se déforme toujours au rythme des autres. Lorsque ton identité est construite autour des applaudissements, toute critique te détruit et tout silence te fait douter de ta valeur. Chercher l'approbation est, en essence, renoncer à toi-même pour s'adapter au moule des autres. Et rien n'est moins attirant que quelqu'un qui ne sait pas qui il est sans le regard des autres. L'erreur de beaucoup d'hommes est de croire que plaire à tout prix les rend plus désirables. Ils remplissent leurs paroles de flatterie, sont toujours disponibles, sacrifient leurs propres intérêts pour un peu d'attention. Ils ne comprennent pas que cette apparente bonté n'est pas admirée, mais perçue comme un besoin. Le besoin repousse, parce qu'il communique un manque, et le manque n'inspire jamais le respect. Personne ne valorise ce qui est offert à n'importe quel prix. Du point de vue du stoïcisme, la recherche de l'approbation des autres est une forme d'esclavage. Épictète enseignait que seul celui qui se gouverne lui-même est libre, et celui qui dépend de l'opinion des autres pour se sentir précieux vit enchaîné. Ce que les autres pensent, disent ou ressentent est hors de ton contrôle, et baser ton estime de soi sur cela revient à donner ton pouvoir à quelque chose d'instable. Tu ne peux pas exiger le respect si tu ne respectes pas ta propre essence. Pratiquer l'indépendance émotionnelle ne signifie pas devenir insensible ou indifférent à tout. Cela signifie que ta dignité n'est pas en jeu chaque fois que quelqu'un t'approuve ou t'ignore. C'est agir en accord avec tes principes, même si tu ne reçois pas d'applaudissements. Rester ferme dans tes limites, même si tu déranges les autres. Cette fermeté silencieuse génère un type d'attraction qui n'a pas besoin de démonstration. Pour appliquer ce principe dans la vie quotidienne, commence par remettre en question chaque choix que tu fais. Demande-toi si tu le fais parce que tu penses que c'est la bonne chose à faire ou parce que tu crains le jugement des autres. Apprends à dire non sans te sentir obligé d'expliquer chaque décision. Un homme qui sait dire non transmet la sécurité et la valeur, tandis que celui qui cède constamment montre la faiblesse. Arrête de justifier ta vie devant ceux qui n'ont pas gagné le droit de la remettre en question. Une autre erreur courante est d'interpréter la désapprobation comme une attaque personnelle. Tout le monde ne sera pas d'accord avec toi, et cela ne signifie pas que tu dois changer pour leur plaire. La maturité réside dans l'acceptation que les opinions des autres ne sont que cela, des opinions.
Marc Aurèle rappelait que la réputation est quelque chose d'externe et qu'un homme sensé ne permet pas que sa paix dépende de quelque chose d'aussi volatile. La force réside dans le maintien du cap sans perdre ton centre. Dans le domaine des relations, dépendre de l'approbation des autres est un piège qui t'oblige à te modeler pour plaire. Aujourd'hui, tu cèdes sur tes principes, demain sur tes limites. Et sans t'en rendre compte, tu finis par jouer un rôle qui ne t'appartient pas. Le respect et l'attraction ne naissent pas de la complaisance. Ils naissent de la cohérence que tu montres en restant fidèle à ce que tu es, même si cela signifie ne pas plaire à tout le monde. La vraie liberté surgit lorsque tu arrêtes de vivre pour impressionner et que tu commences à vivre pour grandir. Cette indépendance émotionnelle se remarque dans ta posture, dans ton regard et dans la tranquillité avec laquelle tu prends des décisions. Les gens sont naturellement attirés par quelqu'un qui n'a pas besoin d'être accepté pour se sentir en sécurité, parce qu'il transmet la force et l'authenticité. Celui qui se respecte lui-même n'implore pas le respect, il l'inspire. 3. Fais de ta passion ton plus grand aimant. Le feu ne demande pas la permission de brûler, il éclaire simplement et attire tous ceux qui ressentent sa chaleur. C'est ainsi que la passion authentique se manifeste dans la vie d'un homme. Elle ne cherche pas à impressionner, elle n'a pas besoin de s'expliquer, ni de se justifier. Elle se montre dans la façon dont il travaille, comment il parle de ce qu'il aime, dans l'énergie qu'il dégage, lorsqu'il est concentré sur ce qui lui importe. Lorsque la passion est réelle, elle devient un aimant qui attire les regards, le respect et l'admiration sans que tu aies à prononcer un seul mot. L'erreur la plus courante de ceux qui cherchent à séduire quelqu'un est de consacrer toute leur énergie à des stratégies pour attirer l'attention. Ils s'efforcent de paraître intéressants au lieu de l'être. Ils perdent des heures à chercher des phrases ingénieuses ou des gestes élaborés, tout en négligeant la chose la plus puissante qu'ils pourraient montrer. Une vie pleine de sens. La passion pour quelque chose, que ce soit un projet, une discipline, un art ou même un style de vie, donne une force magnétique impossible à imiter. Les gens sont naturellement intrigués par celui qui a une direction claire et un moteur interne qui ne dépend pas des applaudissements. L'absence de passion est aussi perceptible que sa présence. Un homme qui ne parle que de ses problèmes, de son ennui ou de l'injustice du monde, transmet un vide, et ce vide est peu attrayant. En revanche, quelqu'un qui construit quelque chose, qui se réveille avec un but, qui cherche à apprendre et à s'améliorer, génère une énergie qui inspire confiance. Les femmes ne cherchent pas seulement de la compagnie, elles cherchent à sentir qu'elles sont à côté de quelqu'un en mouvement, de quelqu'un qui grandit et qui les invite à grandir. Du point de vue stoïcien, la passion n'est pas un caprice passager ni une impulsion incontrôlée, c'est un sens du but qui ordonne la vie. Sénèque disait que la vie est courte non pas parce que nous avons peu de temps, mais parce que nous en gaspillons beaucoup. Celui qui trouve son but et le cultive avec discipline n'a pas besoin de se distraire en cherchant la validation. Se concentrer sur ce qui construit le caractère, sur ce qui laisse une empreinte, donne un éclat différent au regard, une sérénité ferme qui n'a pas besoin de fioritures. Pour transformer ta passion en un aimant, tu dois d'abord découvrir ce qui allume cette étincelle interne. Ce n'est pas quelque chose que tu peux copier des autres ou feindre pour impressionner. Cela peut être ton travail, un projet créatif, un sport, un objectif de développement personnel. L'important est qu'il te défie et te maintienne en mouvement. Lorsque ton temps est occupé par quelque chose qui exige que tu te surpasses, tu cesses d'avoir de la place pour les insécurités et tu cesses de mendier de l'attention, car tu as déjà quelque chose de plus précieux à offrir qu'un simple effort pour plaire. La passion a un effet transformateur sur la façon dont les autres te perçoivent. Il ne s'agit pas de se vanter de tes réussites, ni d'utiliser ce que tu fais comme un trophée pour séduire, mais de transmettre naturellement l'enthousiasme que tu ressens. Parler de ce que tu aimes avec conviction, avec des yeux qui brillent, suscite une curiosité authentique. Les histoires qui émergent de tes expériences, les défis que tu relèves et surmontes, tout cela communique que tu as un monde intérieur riche et en constante croissance.
C'est le genre d'intérêt qu'aucune technique superficielle ne peut acheter. Pratiquer cela dans la vie quotidienne implique de consacrer du temps réel à cette passion. Il ne suffit pas de dire que tu aimes quelque chose, il faut le vivre. Investis des heures à perfectionner tes compétences, à apprendre, à t'améliorer. Entoure-toi de personnes qui partagent cette énergie et qui t'inspirent à grandir. Le magnétisme n'est pas dans le résultat final, il est dans le processus visible de ta dévotion. 4. Démontre ta valeur par des actions réelles. L'écho est toujours plus faible que la voix qui le provoque, et c'est ainsi que les mots sont fragiles lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des actes. Beaucoup d'hommes essaient de convaincre les autres, surtout les femmes, de leur valeur en utilisant des promesses, des phrases motivantes ou des récits exagérés de ce qu'ils feront un jour. Mais le véritable respect ne naît pas du bruit de ce que tu dis, mais de la consistance de ce que tu fais. Un homme qui ne fait que parler finit par être un écho vide. Un homme qui agit est la voix qui s'impose en silence. Les gens ne font pas confiance aux mots. Ils font confiance au modèle. Si tes actions montrent de la discipline, de l'autocontrôle et de l'engagement, ce comportement parle plus fort que tout argument que tu peux donner sur toi-même. Un geste de cohérence pèse plus lourd que 1000 déclarations. Tenir ta parole, respecter ce que tu promets et te tenir debout au milieu de la difficulté est ce qui génère la confiance et l'admiration authentique. L'attraction ne vient pas du discours, elle vient de l'exemple visible. L'une des erreurs les plus courantes est d'essayer d'impressionner par l'apparence plutôt que par la substance. Certains pensent qu'en montrant des possessions, en se vantant de contacts ou en exagérant des réalisations, ils obtiendront du respect. Mais tout ce qu'ils obtiennent, c'est de paraître insécurisés. La véritable valeur ne se démontre pas par des ornements, elle se révèle lorsque la pression augmente et que tu maintiens ton caractère, lorsque tu affrontes l'inconfort sans fuir, lorsque tu continues à avancer même si personne ne t'applaudit. Cette sorte de fermeté est magnétique parce qu'elle est rare et difficile à feindre. Les stoïciens insistaient sur le fait que la véritable grandeur se mesure par la maîtrise de soi et non par la domination des autres. Épictète rappelait que personne n'est libre jusqu'à ce qu'il apprenne à se contrôler. Et ce contrôle de soi se voit dans les petites actions quotidiennes. Il ne s'agit pas de montrer une héroïcité grandiose, mais d'agir avec constance dans ce que tu décides de faire. Travailler avec excellence, même si personne ne te surveille, répondre avec calme lorsque les autres perdent leur sang-froid, maintenir tes limites même sous pression. Cette cohérence répétée est la base d'un caractère solide. Pratiquer ce principe dans la vie quotidienne nécessite de se concentrer sur des actions tangibles. Si tu dis que tu vas te lever tôt pour t'entraîner, fais-le. Si tu promets de terminer un projet, complète-le, même si cela te coûte. Si tu t'engages à traiter avec respect, même quand on te provoque, tiens-le. Ces actions, bien qu'elles semblent petites, façonnent la perception que les autres ont de toi et, plus importante encore, la perception que tu as de toi-même. La véritable confiance vient du fait de savoir que tu tiens ta parole. Dans le domaine des relations, démontrer sa valeur par des actions signifie ne pas recourir à de grands discours pour impressionner, mais laisser tes réalisations, ton comportement et ta constance parler pour toi. Si tu veux être perçu comme fiable, agis comme quelqu'un de fiable. Si tu veux du respect, montre d'abord du respect et maintiens tes normes. Si tu veux attirer, concentre-toi sur le fait de vivre de telle manière que l'attraction soit une conséquence naturelle de ton intégrité et non un objectif désespéré. Le respect que tu obtiens lorsque tes actions soutiennent ton caractère n'est ni fragile ni éphémère. Il ne dépend pas de la mode, ni des opinions changeantes des autres, car il est ancré à quelque chose que tu contrôles, ton comportement. Les gens peuvent discuter de tes mots, mais ils ne peuvent pas nier les faits. Cette solidité génère une sécurité qui se perçoit sans avoir besoin d'explication. Celui qui agit avec intégrité n'a pas besoin de demander la confiance, il l'inspire. La véritable valeur n'est jamais criée, elle est démontrée. Chaque jour offre des opportunités pour prouver que tu es plus que des promesses. 5.
Pratique l'indifférence avec fermeté. La mer ne s'agite pas parce qu'une seule pierre tombe à sa surface. Elle maintient son cours, profond et constant, tandis que les vagues ne reflètent que ce qui se passe sur le rivage. Ainsi doit être ton attitude face aux réactions des autres, surtout quand il s'agit de quelqu'un dont tu cherches l'intérêt. La plupart des hommes se laissent perturber par chaque geste, chaque silence ou chaque mot d'une femme, comme si toute leur valeur dépendait de cette réponse. Cette dépendance émotionnelle est ce qui détruit ton attrait et érode ta tranquillité. L'indifférence authentique n'est ni froideur ni mépris, c'est la maîtrise de soi. Cela signifie que ta stabilité n'est pas à la merci de l'approbation ou du rejet d'autrui. Beaucoup de personnes confondent l'indifférence avec le désintérêt total, mais en réalité, il s'agit de savoir que ta paix intérieure n'est pas à vendre. Lorsque tu réagis de manière exagérée à un message ignoré ou à un geste distant, tu donnes à l'autre personne le contrôle de tes émotions. La maîtrise de soi se démontre en restant calme, même lorsque les choses ne se passent pas comme tu l'espérais. L'erreur de beaucoup d'hommes est de faire de l'attention d'une femme le centre de leur monde. Ils analysent chaque message, chaque silence, chaque changement de ton de voix, comme si leur estime de soi en dépendait. Cette attitude non seulement épuise, mais projette aussi le besoin, et le besoin n'est jamais attrayant. Une personne sûre d'elle reste constante, peu importe l'attitude de l'autre, parce qu'elle comprend que la valeur propre ne se négocie pas et ne se supplie pas. Selon la philosophie stoïcienne, l'indifférence ferme est une façon de pratiquer la dichotomie du contrôle. Tu ne peux pas contrôler ce qu'une autre personne ressent, dit ou fait, mais tu peux contrôler comment tu décides de répondre. Sénèque rappelait que personne ne peut te faire du mal sans ton consentement. Et cela inclut le dommage émotionnel causé par les attentes non satisfaites. Garder son calme face à l'indifférence d'autrui est un acte de liberté qui te rend le pouvoir sur toi-même. Appliquer ce principe dans la vie quotidienne signifie arrêter de réagir impulsivement. Si quelqu'un ne répond pas à ton message, n'insiste pas et ne le transforme pas en drame. Si tu remarques de la distance, ne cours pas demander ce que tu as fait de mal. Apprends à donner de l'espace, sans ressentiment ni anxiété. Cela non seulement montre la maturité, mais aussi suscite le respect. Lorsque tu ne te troubles pas facilement, tu transmets que tu as une vie bien remplie, que tu ne dépends pas de l'attention des autres pour te sentir précieux. Pratiquer l'indifférence ferme implique aussi d'apprendre à dire non. Souvent, tu acceptes des situations inconfortables par peur de perdre de l'intérêt ou de l'approbation, mais chaque fois que tu le fais, tu renonces à un peu de ta dignité. Savoir établir des limites sans t'excuser pour elles démontre une force intérieure. Si quelqu'un s'éloigne parce que tu n'as pas cédé à quelque chose qui compromettait tes principes, laisse-le partir. Perdre quelqu'un qui ne respecte pas tes limites n'est pas une perte, c'est un soulagement. Le contrôle de soi qui découle de cette attitude change la dynamique de toute interaction. Les gens remarquent qu'ils ne peuvent pas te manipuler avec indifférence ou avec affection parce que ton centre ne bouge pas avec les vents extérieurs. Cette stabilité est attrayante parce qu'elle reflète la confiance en soi. Personne ne veut être avec quelqu'un qui s'effondre au moindre signe de désapprobation. Les gens admirent celui qui reste ferme et serein. L'indifférence authentique ne cherche pas à punir ni à jouer à se faire désirer. Elle cherche à protéger ton énergie et à maintenir ta paix. 6. Pose des questions qui suscitent l'intérêt. L'explorateur qui découvre des trésors cachés ne le fait pas pour ce qu'il a dans les mains, mais pour les questions qui le guident à regarder là où d'autres n'osent pas. De la même manière, l'homme qui apprend à poser des questions avec intention devient intriguant sans forcer l'intérêt. La plupart se limitent à des conversations superficielles, répétant ce que tout le monde dit et attendant des réponses prévisibles. Cela n'éveille pas la curiosité ni ne laisse de traces. L'attraction n'est pas toujours dans les réponses, elle naît souvent de la qualité des questions. Beaucoup d'hommes pensent que pour capter l'attention d'une femme, ils doivent beaucoup parler, raconter de longues histoires ou démontrer leur connaissance sur n'importe quel sujet. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'en monopolisant la conversation, ils finissent par épuiser l'intérêt de l'autre personne. Les questions bien posées changent la donne.
Elle montre que tu es présent, que tu prêtes attention et que tu tiens à découvrir ce qui se cache derrière les mots, pas seulement à écouter l'évidence. Poser des questions avec intention est une forme silencieuse de leadership dans l'interaction. L'erreur courante est de tomber dans la routine. Comment s'est passée ta journée? Que fais-tu? Aimes-tu telle chose? Ce sont des questions sans vie, presque automatiques, qui ne disent rien de toi et ne provoquent rien chez l'autre personne. Les questions qui suscitent l'intérêt vont au-delà du quotidien. Elles cherchent à se connecter avec des expériences, des émotions, des aspirations. Un homme qui sait poser des questions démontre une curiosité authentique et transmet de la profondeur, ce qui n'est pas facile à trouver, et c'est pourquoi c'est attrayant. Du point de vue stoïcien, bien poser des questions est un signe de sagesse. Épictète enseignait qu'il faut écouter plus que parler, car c'est en écoutant que l'on apprend. Poser des questions n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de force intellectuelle et émotionnelle. Un homme qui ose enquêter avec respect et perspicacité projette de la sécurité, car il n'a pas peur de découvrir ce qui se cache derrière les apparences. Cette attitude inspire confiance et ouvre des espaces pour des conversations qui construisent réellement une connexion. Pour appliquer ce principe dans la vie quotidienne, tu dois d'abord apprendre à observer. L'observation attentive te donnera des indices sur ce qu'il vaut la peine de demander. Si tu remarques que quelqu'un parle avec des étoiles dans les yeux d'un projet, demande-lui quel défi il a dû relever. Si tu perçois qu'il évite un sujet, demande-lui doucement ce qui l'a fait changer de cap. Les meilleures questions viennent de l'attention portée au langage corporel, aux gestes, au silence. Montrer un intérêt authentique pour ce que l'autre personne valorise fait qu'elle se sent vue et entendue. Et cela crée un lien plus fort que n'importe quel compliment. Il est également important de ne pas utiliser les questions comme un interrogatoire. Il ne s'agit pas de bombarder de curiosité ni de mettre la pression, mais de guider la conversation vers des endroits plus significatifs. Alterne des questions profondes avec des questions légères, ajoute de l'humour subtil, laisse le dialogue couler naturellement. Le but n'est pas d'obtenir des informations, mais de générer une interaction qui éveille des émotions et maintient l'attention vive. Un exemple simple, au lieu de demander « Aimes-tu ton travail ?», tu pourrais demander « Qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans ton travail cette année ?» Au lieu de dire « As-tu un hobby ?», tu pourrais dire « Qu'est-ce que tu aimes tellement que tu pourrais passer des heures à le faire sans te fatiguer ?» Ces questions non seulement évitent les réponses courtes, mais invitent l'autre personne à réfléchir et à partager quelque chose de personnel. Ce type d'échange crée des moments mémorables. 7. Créer de l'émotion avec de l'humour et du défi. Les conversations sont comme des braises endormies, elles restent éteintes tant que personne n'ose les souffler. L'humour et le défi sont ce souffle qui allume l'étincelle et transforme un dialogue commun en quelque chose de vivant et de mémorable. Cependant, beaucoup d'hommes évitent ce type d'interaction par peur de déranger, de ne pas paraître assez sérieux ou de recevoir un rejet. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que sans émotion, aucune conversation ne laisse de traces. L'humour et le défi ne sont pas des jeux vides. Ce sont des outils pour susciter l'intérêt et briser la monotonie qui tue l'attraction. L'erreur de ceux qui cherchent à plaire est d'être trop plat, trop correct, comme s'ils marchaient sur du verre. Ils se contentent de hocher la tête, de dire ce qu'ils pensent que l'autre personne veut entendre, et évitent tout commentaire qui pourrait générer de la tension. Cette attitude complaisante peut sembler sûre, mais elle est ennuyeuse. Personne ne se souvient de l'homme qui est toujours d'accord avec tout, parce qu'il ne provoque aucune émotion. Au contraire, celui qui ose utiliser l'humour avec intelligence et le défi avec respect crée une énergie différente, difficile à ignorer. L'humour ne consiste pas à raconter des blagues répétées ou à essayer de faire rire à tout prix. Il s'agit plutôt de la capacité à trouver de la légèreté dans le quotidien, à répondre avec esprit à un commentaire ou à rire de soi-même sans perdre sa dignité. Une touche d'humour authentique montre que vous ne vous prenez pas trop au sérieux, que vous êtes flexible et que vous savez profiter du moment. Cette attitude soulage les tensions, brise les barrières et fait que les gens veulent être près de vous.
Le rire partagé crée des liens plus rapidement que toute conversation formelle. Le défi, en revanche, ajoute une couche d'intrigue. Il ne s'agit pas de confronter ou d'humilier, mais d'inviter l'autre personne à sortir de la routine, avec des commentaires subtils qui éveillent la malice. Par exemple, si quelqu'un se vante trop, vous pourriez répondre avec un sourire. « Ça a l'air bien, mais je ne suis pas si sûr que tu puisses me surpasser là-dedans. » Ce type de défi joueur n'est pas hostile, c'est un stimulus qui maintient l'interaction dynamique. Il montre que vous n'êtes pas prêt à renoncer à votre personnalité juste pour plaire. Depuis la philosophie stoïcienne, l'humour et le défi sont équilibrés par l'autocontrôle. Vous ne devez pas permettre que le désir d'impressionner vous fasse franchir les limites du respect. Sénèque valorisait l'esprit et l'acuité, mais avertissait que les mots sans tempérance deviennent des armes qui blessent au lieu d'unir. La véritable maîtrise réside dans le fait de savoir quand lâcher une blague et quand garder le silence, de ne pas perdre son calme, même si la situation devient inconfortable. Un homme qui atteint cet équilibre transmet la maturité avec le charisme. Pour pratiquer ce principe dans la vie quotidienne, commencez par lire l'ambiance. Ne forcez pas l'humour dans des moments inappropriés, ni ne défiez quand la situation nécessite du soutien. Apprenez à remarquer quand un commentaire spirituel peut briser la glace, ou quand un défi subtil peut animer la conversation. De plus, évitez de transformer l'humour en sarcasme constant ou le défi en critique. L'objectif est d'éveiller une émotion positive, pas de créer des conflits ni de ridiculiser qui que ce soit. Une façon simple d'incorporer de l'humour est de rire de petites erreurs personnelles ou de situations communes. Par exemple, si vous faites une petite erreur, l'admettre avec un sourire léger montre de la confiance. Le défi peut s'exprimer dans des jeux amicaux, comme proposer un pari trivial ou plaisanter sur qui a le meilleur goût en quelque chose. Ces gestes légers, bien qu'ils semblent simples, ajoutent une nuance émotionnelle qui rend le moment vivant. 8. Fais de ton attention un privilège. Le soleil ne suit personne, mais tout ce qui l'illumine prend vie. Ton attention devrait être ainsi, une ressource précieuse qui ne se distribue pas sans mesure. L'erreur de beaucoup d'hommes est de la donner facilement, comme si elle n'avait ni poids ni valeur. Ils passent la journée à vérifier leur téléphone, à répondre immédiatement à chaque message, à commenter chaque photo et à chercher n'importe quelle excuse pour montrer de l'intérêt. Ils pensent qu'en étant toujours disponibles, ils montreront combien ils se soucient, mais ce qu'ils transmettent vraiment est un manque d'options et un excès de besoin. Rien qui est donné sans mesure n'est apprécié. L'attention est l'une des monnaies les plus puissantes dans les relations humaines, car elle révèle où tu places ton énergie et ton temps. Lorsque tu la donnes sans filtre, tu perds le contrôle de ta valeur et tu laisses les autres décider combien tu vaux. En revanche, lorsque tu la gères avec intention, tu suscites la curiosité et le respect. La rareté bien gérée n'est pas de la manipulation, c'est de l'autodiscipline. Tu apprends à donner de l'importance à ce qui le mérite et à ne pas te fatiguer pour ce qui ne le mérite pas. Cette attitude est la base d'un magnétisme silencieux. Le problème de beaucoup d'hommes qui essaient de séduire est qu'ils transforment leur attention en une sorte de tribut constant, comme s'ils devaient gagner leur place en montrant leur disponibilité. Ils répondent immédiatement, cèdent de l'espace, même s'ils sont occupés, sacrifient leurs propres activités pour rester présents, et à chaque geste, ils perdent un peu plus de leur attrait. L'attention qui est donnée sans limite perd son pouvoir d'impact, car elle cesse de se sentir spéciale. Personne ne valorise ce qui est trop facile à obtenir. Du point de vue stoïcien, contrôler à qui et à quoi tu donnes ton attention est une preuve de discipline et de clarté dans les priorités. Marc Aurèle avertissait que le temps est la ressource la plus précieuse et que le gaspiller en distraction est perdre la seule chose que tu possèdes vraiment. L'attention ne définit pas seulement tes relations, elle façonne aussi qui tu es, car ce que tu nourris avec elle finit par influencer ton caractère. Quand tu décides à qui tu la donnes, tu décides ce que devient ta vie. Pratiquer ce principe dans la vie quotidienne nécessite d'établir des limites fermes.
Il ne s'agit pas d'ignorer par fierté ou de jouer à être inatteignable, mais d'apprendre à ne pas interrompre ta routine ou tes objectifs pour chaque notification. Si tu travailles sur quelque chose d'important, ne perds pas ton focus pour répondre aux messages immédiatement. Si quelqu'un ne cherche ton attention que de manière superficielle, tu n'as pas l'obligation de la lui donner. Cette posture montre que tu valorises ton temps et que tu ne vis pas en attente de validation externe. Donner de l'attention avec mesure signifie aussi savoir la donner de qualité lorsque tu décides de le faire. Quand tu es présent, tu es vraiment là. Tu écoutes avec intérêt, tu poses des questions pertinentes, tu maintiens le contact visuel. Il n'y a rien de plus attirant que de sentir que quelqu'un prête une attention sincère et concentrée. Mais cette attention doit être ressentie comme quelque chose qui se gagne, pas comme une ressource disponible pour n'importe qui à tout moment. La différence entre l'intérêt véritable et l'intérêt désespéré réside dans l'intention avec laquelle tu l'offres. Une erreur fréquente est d'essayer de compenser le manque de connexion émotionnelle par un excès d'attention. Certains hommes pensent que s'ils sont constants, l'autre personne finira par les apprécier, alors qu'en réalité, tout ce qu'ils provoquent est de la fatigue. La surexposition tue le mystère, et sans mystère, il n'y a pas d'émotion. En réduisant la fréquence à laquelle tu offres ton attention et en la réservant pour des moments précieux, tu transformes son effet en quelque chose de plus significatif. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, Acht, dein Wert hängt nicht von ihrer Meinung ab. Die Sonne bittet nicht um Erlaubnis, um aufzugehen, noch erwartet sie Applaus, um zu scheinen. Sie dämmert jeden Tag mit dem gleichen Licht, auch wenn Wolken sie bedecken oder Menschen den Schatten bevorzugen. So sollte dein Selbstwertgefühl inmitten von Diskussionen und Konflikten sein, fest, unabhängig, ohne von dem abzuhängen, was andere über dich denken oder sagen. Wenn dein persönlicher Wert auf der Zustimmung anderer beruht, wird jede Kritik zu einem direkten Schlag gegen deine Ruhe. Wenn du jedoch verstehst, dass deine Würde nicht mit externen Meinungen wechselt, kann dir niemand den Frieden nehmen oder dich mit Worten manipulieren. In konfliktreichen Situationen ist einer der häufigsten Angriffe der Versuch, dich mit Kommentaren zu verkleinern, die deinen Charakter, deine Intelligenz oder deine Entscheidungen in Frage stellen. Es ist eine Taktik, um dich emotional zu destabilisieren und dich aus deinem Zentrum zu bringen. Der Stoizismus lehrt, dass die Worte anderer keine Tatsachen sind. Sie sind nur Urteile, die mehr über sie als über dich aussagen. Wer lernt, das Reale von der bloßen Meinung zu trennen, wird nicht mehr anfällig für solche Provokationen. Dein Wert liegt nicht in der Zustimmung oder im Lob und noch weniger in der Kritik. Er liegt in der Kohärenz, mit der du lebst, in den Entscheidungen, die du triffst und in dem Frieden, den du bewahrst, wenn andere versuchen, dich zu definieren. Jedes Mal, wenn du zulässt, dass die Stimme eines anderen deinen emotionalen Zustand bestimmt, gibst du eine Macht ab, die ausschließlich dir gehören sollte. Deshalb ist es in angespannten Diskussionen essentiell zu bedenken, dass das, was sie über dich sagen, nicht ändert, wer du bist. Um diese Lektion anzuwenden, übe die Kunst des Zuhörens ohne Absorption. Nicht jeder Kommentar benötigt eine Antwort und nicht jede Kritik verdient deine Aufmerksamkeit. Wenn jemand etwas sagt, um dich zu verletzen, frage dich zuerst, ob es wahr ist. Wenn es wahr ist, nimm es als Erinnerung, dich zu verbessern. Wenn es nicht wahr ist, lass es vorbeiziehen wie der Wind, der keine Spuren hinterlässt. Diese Praxis, die in der stoischen Philosophie üblich ist, hilft dir nicht mit Wut oder Angst zu reagieren, weil deine Reaktion nicht mehr von den Worten anderer abhängt, sondern von deinem eigenen Urteil. Oft hätten die Meinungen anderer nicht so viel Macht, wenn du sie nicht mit deinen eigenen negativen Gedanken verstärken würdest. Beginne mit dir selbst, mit dem gleichen Respekt zu sprechen, den du von anderen erwartest.
Sich selbst zu sagen, das definiert mich nicht oder mein Wert ändert sich nicht durch das, was sie denken, ist eine Möglichkeit, dich daran zu erinnern, dass deine Identität nicht in der öffentlichen Meinung verhandelt wird. Diese Gewohnheit stärkt deinen Geist und bereitet dich darauf vor, Kritik zu begegnen, ohne dich angegriffen zu fühlen. Der häufigste Fehler ist der Versuch, alle davon zu überzeugen, dass sie gut von dir denken. Jedes Missverständnis erklären, rechtfertigen oder klären zu wollen, ist anstrengend und macht dich zum Gefangenen der externen Zustimmung. Nicht alle werden deine Wahrheit sehen, und das ist in Ordnung. Die Achtung, die wirklich zählt, ist die, die du für dich selbst empfindest, indem du treu zu dem bleibst, was du für richtig hältst, auch wenn andere es nicht verstehen. Wenn jemand deine Art zu kleiden, zu sprechen oder zu handeln kritisiert, atme tief durch und frage dich, ob diese Meinung deine Essenz definiert. Wenn sie das nicht tut, lass sie außerhalb von dir bleiben. Mache die bewusste Anstrengung, keine unnötigen Erklärungen zu geben. Mit der Zeit wirst du feststellen, dass du immer weniger die Validierung anderer benötigst und dass deine Ruhe immer schwerer zu brechen ist. Dein Wert hängt nicht von ihrer Meinung ab, weil niemand sonst dein Leben lebt oder deine Entscheidungen trägt. Dieses Verständnis macht dich frei, macht dich immun gegen Angriffe, die versuchen, dich klein zu machen, und gibt dir eine festere Präsenz in jeder konfliktreichen Situation. Genau wie die Sonne scheint, auch wenn sie nicht gesehen wird, musst du lernen, dein Licht intakt zu halten, ohne um Erlaubnis zu bitten oder auf Zustimmung zu warten, um mit erhobenem Haupt weiterzumachen. 1. Le calme l'emporte sur le cri. Le calme est comme une rivière profonde et silencieuse qui coule sans se soucier des pierres qu'on lui jette. Tu peux lancer des roches, des bâtons, même crier à l'eau, mais la rivière suit son cours, sereine, imperturbable, et c'est précisément cette tranquillité qui lui donne sa force. Ainsi doit être ton attitude lorsque quelqu'un essaie de te perturber. Un cours d'eau ferme qui ne s'arrête pas pour les petites turbulences de la surface. La première leçon est claire, le calme l'emporte sur le cri. Chaque fois que tu perds ton calme et élèves la voix, tu cèdes le contrôle de la situation à l'autre personne. Peu importe combien tu as raison, si tu élèves le ton, tu perds de l'autorité, car tu laisses ta réponse dépendre de l'impulsion et non de la raison. Garder son calme ne signifie pas être faible, ni laisser quelqu'un te manquer de respect. Cela signifie montrer que tu n'as pas besoin de crier pour être entendu. Celui qui maîtrise sa voix montre qu'il maîtrise son esprit, et c'est le plus grand signe de force que tu peux montrer. Dans les situations de conflit, le cri est un piège. C'est un hameçon qui cherche à t'attirer sur le terrain émotionnel où l'autre veut que tu perdes le contrôle. C'est pourquoi, lorsque quelqu'un élève la voix, la première chose que tu dois faire est de ralentir ta respiration et de te rappeler que tu n'as pas à jouer son jeu. Parler calmement oblige l'autre à prendre conscience de son propre excès. Le calme agit comme un miroir qui reflète le manque de contrôle de l'autre et met en évidence qui garde le commandement. Cette différence d'attitude non seulement impose le respect, mais aussi stoppe l'avancement de la discussion inutile. Une erreur courante est de confondre le calme avec le silence absolu. Le calme n'est pas se taire par peur ni céder à l'autre. C'est choisir des mots courts, clairs et avec un ton ferme, sans élever la voix. C'est montrer que ton autocontrôle vaut plus que toute provocation. Si quelqu'un crie pour s'imposer et que tu réponds calmement, le déséquilibre devient évident. La sérénité désarme parce qu'elle brise le rythme que l'autre cherche à maintenir et oblige à changer la dynamique de la conversation. C'est un avantage que peu de gens utilisent, mais qui transforme les discussions en dialogue ou les éteint avant qu'elles ne s'enflamment. Pour pratiquer cette leçon, commence par entraîner la pause. Ne réponds pas immédiatement aux attaques. Fais un effort conscient pour inspirer et expirer avant de répondre. Cela non seulement donne à ton esprit le temps d'organiser les idées, mais montre aussi que tu ne réagis pas par impulsion. La pause te permet de trouver le ton juste et la phrase adéquate. Il est également utile de maintenir un contact visuel, non pas de manière défensive, mais ferme et calme, car cela montre que tu es présent et que tu ne te sens pas intimidé. Ce langage non verbal renforce ton message sans besoin de mots supplémentaires.
Rappelle-toi que le calme n'est pas inné. Il se construit à travers la pratique quotidienne. Commence par le quotidien. Quand quelqu'un te coupe la route dans le trafic, quand le caissier prend plus de temps que prévu, quand quelqu'un interrompt ton explication. Ce sont de petits exercices qui renforcent la discipline émotionnelle pour que lorsqu'un conflit réel survient, tu aies déjà entraîné ton esprit. Le stoïcisme enseigne que le véritable pouvoir réside dans le contrôle de ce qui dépend de toi, et ta réaction est toujours entre tes mains, même si les circonstances ne le sont pas. Celui qui parvient à rester serein face au bruit, non seulement protège sa paix intérieure, mais gagne aussi le respect même de ceux qui essaient de le provoquer. Avec le temps, les autres apprennent que te crier dessus ne sert à rien, car ils n'obtiendront pas de toi la réponse qu'ils attendent. Cela les oblige à ajuster leur ton ou à se retirer, et c'est la victoire du calme sur le cri. 2. Ne te bats pas sur son terrain. Un faucon ne descend jamais pour combattre un serpent au sol, car il sait qu'il y perdrait l'avantage de ses ailes. Il l'entraîne vers le ciel, où l'air et l'altitude sont de son côté. Et là, le serpent perd toute sa force. C'est ainsi que tu dois agir lorsque quelqu'un cherche à te provoquer. Ne reste pas à te battre sur le terrain qu'il choisit. Chaque fois que tu entres dans son jeu de cris, d'insultes ou de moqueries, tu te traînes au sol et lui donnes l'avantage. La véritable sagesse est de porter le conflit dans un espace où l'autre ne peut pas garder le contrôle. Et cet endroit sera toujours ton calme, ta logique et ton silence. Les discussions commencent généralement par quelque chose de petit, mais elles grandissent rapidement parce que l'un des deux accepte l'invitation au chaos. Lorsque quelqu'un te lance une provocation, il te tend un piège. Il cherche à ce que tu réagisses de la même manière, que tu répondes avec colère, que tu descends à son niveau. Si tu le fais, vous ne discutez plus d'idées, mais d'émotions. Et là, ce n'est pas celui qui a raison qui gagne. C'est celui qui réussit à te perturber en premier. Le stoïcisme enseigne que tu n'es pas obligé de répondre sur le terrain que l'autre choisit. Tu as le droit de déplacer le conflit sur un terrain où tu peux garder le contrôle. Eh bien, souvent ce terrain est simplement de refuser de continuer à discuter. Ne pas se battre sur son terrain ne signifie pas fuir ou se taire face aux injustices. Cela signifie ne pas se livrer au désordre émotionnel. Cela suppose de garder le ton bas lorsque l'autre crie, de répondre avec des faits lorsque l'autre utilise des insultes ou de te retirer lorsque l'ambiance cesse d'être un dialogue. C'est une stratégie de respect envers toi-même, pas un signe de lâcheté. Un homme ou une femme qui reste ferme sans se rabaisser inspire plus de respect que celui qui répond avec le même poison qu'il reçoit. Le calme n'est pas de la soumission, c'est de la stratégie. En pratique, cette leçon s'applique dans les petits gestes. Si quelqu'un essaye de te provoquer avec du sarcasme, évite de répondre avec plus de sarcasme. S'ils augmentent le volume, ne les imite pas. Utilise des phrases courtes qui indiquent des limites comme « je ne vais pas continuer cette conversation sur ce ton » ou « quand tu voudras parler avec respect, on continue ». Ces mots sont des signaux que tu n'accepteras pas de te battre selon leurs règles. L'erreur la plus courante est de vouloir prouver que l'on n'est pas faible en répondant de la même manière. Nous croyons que se taire ou ne pas rendre le coup est perdre, mais c'est le contraire. Céder à l'impulsion et répondre avec colère, c'est tomber dans son jeu. En revanche, te retirer de cette dynamique montre qu'il ne te contrôle pas et que tu décides où et comment le dialogue aura lieu. C'est un rappel que la dignité ne se négocie pas au milieu du chaos, elle se protège en s'éloignant de lui. Cultiver cette habitude nécessite une discipline quotidienne. Commence par identifier les situations qui te font sortir de ton centre et remarque comment tu te sens physiquement lorsque tu es sur le point de perdre ton calme. Cet instant, lorsque ton cœur bat plus vite ou que ta voix s'élève, est ton signal pour t'arrêter et reprendre le contrôle. Inspirer profondément, détendre les épaules et répondre avec peu de mots sont des gestes qui te rendent le pouvoir. Avec le temps, ton esprit apprendra à reconnaître la provocation avant de tomber dedans. Un faucon ne descend jamais au sol car il sait qu'il y serait vulnérable. De la même manière, ne descends pas sur le terrain de l'insulte, du cri ou de la manipulation. Reste à ta hauteur émotionnelle où la logique et la sérénité sont tes armes.
Avec cette attitude, tu ne protèges pas seulement ta paix, mais tu obliges les autres à élever le ton de leur comportement s'ils veulent que tu les écoutes. C'est ainsi que le respect s'impose, non pas par la violence, mais par la fermeté de celui qui sait qu'il n'a pas à se battre là où cela ne lui convient pas. 3. Exige du respect pour dialoguer. La parole est comme une porte. Elle ne s'ouvre pas à quiconque frappe avec violence ou tente de la forcer avec des cris. Elle ne s'ouvre qu'à celui qui frappe avec respect. Si tu permets qu'ils entrent sans frapper, tôt ou tard, ils dévasteront tout ce qui se trouve à l'intérieur. C'est ainsi que fonctionne le dialogue. Il n'est pas accordé à celui qui ne respecte pas les limites. Exiger du respect avant de dialoguer n'est pas de l'arrogance. C'est une condition pour que la conversation en vaille la peine. Si cette condition n'est pas établie dès le début, toute tentative de compréhension se transformera en une lutte d'ego. Dans toute confrontation, il y a un point critique qui définit comment l'échange se poursuivra. Si tu ne fixes pas la limite tôt, l'autre personne suppose qu'elle peut élever le ton, interrompre ou lancer des commentaires blessants sans aucune conséquence. Et chaque fois que tu acceptes de parler dans ces conditions, tu renforces l'idée que ta voix peut être ignorée. Le stoïcisme enseigne que tu ne peux pas contrôler ce que les autres disent, mais tu peux décider quand et comment tu prêtes ton attention. Cela signifie que tout ne mérite pas une réponse ni ton temps. Apprendre à exiger du respect est en réalité une façon de protéger ta tranquillité d'esprit. Le respect, dans le dialogue, s'établit d'abord par le langage corporel. Garde le visage ferme, sans geste de moquerie ou de soumission. Montre par ta posture que tu n'es pas prêt à continuer si le ton ne change pas. Parfois, un simple « si tu veux que nous continuions à parler, baisse le ton » suffit pour mettre un frein immédiat. La clé est de ne pas supplier le respect, mais de montrer que le dialogue ne continuera pas jusqu'à ce qu'il existe. Cela place la responsabilité sur l'autre. S'il veut être entendu, il devra ajuster son attitude. Exiger du respect implique également de contrôler l'impulsion, de trop se justifier. Beaucoup de gens, dans une tentative d'être compris, s'étendent en explication devant quelqu'un qui n'écoute même pas. Chaque mot supplémentaire que tu offres à celui qui ne valorise pas le dialogue est une énergie gaspillée. Apprends à t'arrêter avec des phrases courtes et fermes, comme « quand tu seras prêt à écouter, nous parlerons » ou « je ne continuerai pas si nous ne pouvons pas avoir une conversation respectueuse ». Ce sont des phrases simples qui envoient un message clair. Ta dignité n'est pas à vendre. Une erreur courante est de croire que céder face au manque de respect apaise la situation. Tout ce que cela fait, c'est renforcer la mauvaise habitude de l'autre. Si quelqu'un élève la voix et que tu décides de continuer comme si de rien n'était, tu lui apprends que ce comportement est acceptable avec toi. En revanche, lorsque tu arrêtes le dialogue et que tu fixes la limite, tu obliges l'autre personne à reconsidérer son attitude si elle veut parvenir à un accord. C'est un rappel que le respect n'est pas facultatif. Pour appliquer ce principe au quotidien, commence par prêter attention aux petits échanges. Lorsque quelqu'un t'interrompt constamment, ignore ce que tu dis ou utilise des mots dénigrants. Ne l'ignore pas. Signale-le calmement, sans colère, mais avec clarté. J'ai besoin que tu me laisses finir avant de répondre, ou si nous continuons à nous interrompre, nous n'arriverons à rien, sont des moyens efficaces de reprendre le contrôle de la conversation. Avec le temps, tu verras que ceux qui t'entourent apprennent à ajuster leur comportement parce qu'ils comprennent qu'avec toi, le respect est une exigence, pas une option. Exiger du respect pour dialoguer n'est pas seulement une tactique en temps de tension, c'est une déclaration constante de ta valeur personnelle. Celui qui établit des limites claires montre qu'il se respecte lui-même et qu'il n'a pas peur de perdre une conversation en ne tolérant pas les attitudes destructrices. 4. Retire-toi pour protéger ta paix. Le feu a besoin d'oxygène pour continuer à brûler. Si tu lui enlèves l'air, aussi grand qu'il puisse paraître, il finit par s'éteindre jusqu'à devenir des cendres. Il en va de même pour les conflits. Beaucoup n'existent que parce que quelqu'un continue à les alimenter avec des mots, des réactions et de l'énergie. Se retirer n'est pas se rendre, c'est fermer la valve qui maintient la flamme en vie. La plupart des discussions ne sont pas gagnées en parlant davantage,
mais en sachant quand se taire et s'éloigner. Si l'atmosphère cesse d'être raisonnable, ta présence n'a plus de sens là-bas. Protéger ta paix n'est pas un acte de faiblesse, c'est un acte de respect envers toi-même. Il y a des moments où insister sur le dialogue ne fait qu'éroder ton calme et nourrit l'ego de celui qui cherche à te provoquer. Le stoïcisme enseigne que la sérénité est un trésor qui se défend en évitant de dépenser de l'énergie dans des batailles qui ne méritent pas d'être menées. Le retrait stratégique n'est pas fuir, c'est reconnaître que ta tranquillité vaut plus que de prouver que tu as raison. La clé est de reconnaître les signes que la conversation a cessé d'être constructive. Lorsque tu remarques que les voix s'élèvent, que les arguments deviennent des attaques personnelles ou que l'autre personne ne cherche pas à comprendre mais à gagner, il n'y a plus de terrain fertile pour le dialogue. Insister pour rester ne fait que prolonger le conflit. À ce moment-là, ton meilleur outil est une phrase brève qui marque la limite. Nous continuerons quand nous serons plus calmes ou je ne vais pas continuer si nous continuons sur ce ton. Ce sont des mots qui arrêtent l'échange et te permettent de sortir avec dignité, en laissant clair que ton retrait n'est pas une fuite, mais une décision consciente. Se retirer à temps signifie aussi ne pas rester pris dans le tourbillon émotionnel après ton départ. Il est inutile de t'éloigner physiquement si tu continues à discuter dans ta tête pendant des heures. Apprends à lâcher le poids mental que les conflits apportent, car il ne sert à rien de protéger ton espace externe si tu es encore agité en toi. Ici entre en jeu la discipline stoïcienne. Respirer profondément, se rappeler que tu ne peux pas contrôler l'attitude de l'autre et te concentrer sur ce qui dépend de toi, c'est-à-dire ton propre état émotionnel. L'erreur que beaucoup commettent est de confondre le retrait avec une défaite. Ils pensent que s'éloigner signifie que l'autre a gagné, alors qu'en réalité, la victoire est de ne pas permettre qu'il détruise ta paix. Celui qui cherche à t'entraîner dans un conflit veut te voir en colère, perturbé et épuisé. Si tu ne lui donnes pas cette satisfaction, tu lui enlèves le carburant. Le calme qui suit un retrait conscient est une victoire silencieuse, qui pèse souvent plus que n'importe quel argument. Pour entraîner cette habitude, commence par observer combien de fois tu restes dans des discussions inutiles par orgueil. Tu remarqueras que la plupart des conflits quotidiens ne changent rien d'important et ne font que t'épuiser. Pratique à dire moins, à te retirer plus tôt et à ne pas chercher le dernier mot. Tout ne mérite pas ta réaction ni ta présence, et apprendre à discerner cela te donne un véritable pouvoir sur toi-même. Le retrait stratégique est un outil qui impose le respect. Il envoie le message que ta paix n'est pas négociable et que tu ne vas pas te prêter à alimenter le désordre des autres. Tout comme le feu sans oxygène, les personnes conflictuelles perdent de la force lorsqu'elles ne trouvent pas avec qui se heurter. Protéger ta paix signifie que tu choisis de ne pas te brûler dans les batailles des autres et que ton énergie sera réservée à ce qui en vaut vraiment la peine. Avec le temps, ceux qui t'entourent apprendront qu'avec toi, provoquer le chaos ne fonctionne pas, car tu sais qu'en mettre un terme et te retirer avec dignité. 5. Parle peu, mais avec fermeté. Les mots sont comme des flèches. S'ils sont lancés dans toutes les directions, ils finissent par perdre leur force et deviennent inutiles. Mais si tu vises une seule direction avec précision, tu peux même traverser la cible la plus résistante. Dans une discussion, parler trop est comme tirer sans viser. Tu t'épuises, tu perds de l'impact et tu laisses l'autre trouver des failles dans tes arguments. En revanche, lorsque tu choisis peu de mots et que tu les dis avec fermeté, chaque phrase pèse plus qu'un discours entier. La voix qui ne tremble pas, même si elle parle peu, laisse plus de traces qu'un torrent de cris. Parler peu n'est pas se taire par peur ni céder à l'autre. C'est choisir quand ouvrir la bouche et quoi dire pour que ce ne soit pas en vain. Dans les moments de tension, l'excès de mots est souvent une tentative de se justifier ou de s'imposer. Mais cela ne fait qu'alimenter la confusion et donne à l'autre plus de matière pour t'attaquer. Le stoïcisme enseigne qu'il ne faut pas gaspiller d'énergie en mots inutiles, mais les réserver pour quand ils peuvent apporter de la clarté et résoudre le conflit. La véritable autorité n'a pas besoin de volume ni de longueur. Elle a besoin de clarté et de conviction.
Lorsque tu réduis ce que tu dis à l'essentiel, tu évites de te retrouver coincé dans des discussions interminables. Des phrases courtes comme « je n'accepte pas ce marché »,« je ne vais pas continuer sur ce ton » ou « je comprends ton point de vue, mais je ne vais pas céder sur ce point » suffisent pour clarifier tes limites sans entrer dans des cercles. Ce type de réponse ne laisse pas de place à des interprétations erronées, ni à ce que l'autre manipule tes mots. Chaque phrase doit être comme un coup sec qui ne laisse place à aucun doute ni à des répliques inutiles. La fermeté ne vient pas seulement du ton de la voix, mais aussi de ton langage corporel. Une posture droite, un contact visuel stable et un visage serein transmettent de la sécurité même avant que tu ne parles. Si ta voix est calme, mais que ton regard hésite, tu perds une partie de cette autorité silencieuse. Parler peu et avec fermeté est plus qu'un style de communication. C'est une présence qui dit « je sais ce que je dis et je n'ai pas besoin de le répéter pour qu'on me comprenne ». Cela provoque le respect même chez ceux qui ne partagent pas ton point de vue. L'une des erreurs les plus courantes est de confondre parler beaucoup avec être convaincant. Beaucoup de gens pensent que plus ils s'expliquent, plus ils ont le droit d'être entendus, mais dans les situations conflictuelles, c'est souvent le contraire. Celui qui parle le plus semble être le plus désespéré. Apprendre à s'arrêter après avoir dit l'essentiel est un acte d'autocontrôle. Chaque mot supplémentaire après le nécessaire est un fil que l'autre peut tirer pour te traîner dans le désordre. Pour pratiquer cette habitude, commence par observer combien de fois tu ajoutes des explications qu'on ne te demande pas, ou tu répètes des idées juste pour te sentir plus sûr. Entraîne-toi à résumer ce que tu penses en quelques phrases claires. Avant de parler, demande-toi si ce que tu vas dire apportera quelque chose de nouveau ou si tu ne fais que remplir le silence. L'objectif est que ton intervention ne soit pas longue, mais qu'elle soit percutante. Parler moins nécessite plus de réflexion et cette pause mentale renforce ton autocontrôle. Parler peu, mais avec fermeté, transforme chaque mot en un outil stratégique. Cela fait que les autres écoutent avec plus d'attention parce qu'ils savent que tu ne parles pas pour parler. Cela t'aide aussi à ne pas tomber dans les provocations, car tu ne donnes pas lieu à des discussions inutiles. Le stoïcisme enseigne que celui qui gouverne sa langue gouverne son esprit et que le respect ne se mendie pas. Il se gagne en montrant que ta voix est si solide qu'elle n'a pas besoin de crier pour se faire entendre. 6. Utilise ta présence comme autorité. La présence est comme l'ombre d'un grand arbre au milieu du désert. Elle ne dit pas un seul mot. Elle ne fait aucun geste pour attirer l'attention, mais tout le monde la remarque et cherche à se réfugier sous elle. Elle n'a pas besoin d'élever la voix pour imposer le respect. Sa seule existence marque l'espace et oblige ceux qui s'approchent à ajuster leur comportement. Ainsi devrait se sentir ta présence dans toute discussion. Silencieuse, ferme, impossible à ignorer. Avoir de l'autorité ne dépend pas toujours de ce que tu dis, mais de la façon dont tu te tiens sur place et comment tu dégages de la confiance. Il y a des gens qui entrent dans une pièce et remplissent l'atmosphère de bruit, mais ne laissent aucune trace. En revanche, il y a ceux qui n'ont pas besoin de parler pour que tout le monde les regarde et leur laisse de l'espace. Ce n'est pas un hasard, c'est le résultat d'une présence bien construite. Le stoïcisme enseigne que le véritable pouvoir commence par se gouverner soi-même. Et lorsque ton intérieur est solide, ta seule posture communique que tu sais qui tu es et ce que tu tolères. Dans une discussion, cette présence transmet un message clair. Tu ne seras pas entraîné dans le chaos et tu n'as pas besoin de crier pour être entendu. Utiliser ta présence comme autorité commence par le langage corporel. Garde le dos droit, les épaules détendues et les pieds fermement ancrés au sol. Ne croise pas les bras en signe de défense, ni ne gesticule trop pour impressionner. L'autorité silencieuse émane de la démonstration que tu n'es ni sur la défensive ni à l'attaque, mais centré et sûr de toi. Maintenir le regard calmement, sans défi, mais sans baisser les yeux, communique que tu es présent et que tu ne cèdes pas l'espace mental ni physique à l'autre personne. La voix fait également partie de ta présence. Il n'est pas nécessaire de l'élever pour qu'elle pèse. Il suffit de la maintenir ferme, posée et claire.
Parler lentement oblige l'autre à t'écouter à ton rythme et non au sien. Chaque mot que tu dis de cette manière agit comme une ancre qui maintient le dialogue sur le terrain que tu décides. Lorsque tu combines un ton contrôlé avec un langage corporel solide, tu projettes l'image de quelqu'un qui domine la situation même au milieu d'un conflit. L'erreur la plus courante est d'essayer de compenser l'insécurité par des mots en trop ou par des gestes exagérés. Celui qui parle trop vite, évite le contact visuel ou se déplace de manière agitée donne des signes que son intérieur est agité, et cela affaiblit son autorité. Une présence forte se cultive à travers la tranquillité intérieure. Et la tranquillité intérieure est obtenue en se rappelant que rien d'extérieur n'a le pouvoir de te déstabiliser si tu ne le permets pas. Le stoïcisme insiste sur le fait que tu ne contrôles pas les actes des autres, mais que tu contrôles toujours ta réaction. Pour renforcer cette habitude, pratique dans des situations quotidiennes. Par exemple, lorsque tu entres dans un lieu plein de monde, ne te précipite pas pour parler ou pour attirer l'attention. Arrête-toi, observe l'espace et sens-toi à l'aise dans le silence avant de prononcer le premier mot. Cette pause communique que tu n'es pas pressé de convaincre qui que ce soit, ni de te faire une place. De même, dans une discussion, ne réponds pas immédiatement. Respire, garde une posture ferme et fais en sorte que l'autre sente qu'il devra attendre ta réponse. Cette attente, bien que brève, impose le respect. Utiliser ta présence comme autorité n'est pas intimider ni écraser les autres avec arrogance. C'est inspirer le respect en montrant l'autocontrôle et la sécurité. Les gens écoutent davantage celui qui se montre centré parce qu'il transmet confiance et sérieux. Avec le temps, tu découvriras que tu n'as pas besoin d'élever la voix ni de répéter tes idées pour être pris au sérieux. 7. Cède le dernier mot pour gagner en tranquillité. L'écho dans les montagnes renvoie toujours le dernier son qu'il entend, mais il ne commence jamais le bruit. Sa force réside dans le fait de ne répondre qu'une seule fois, et ensuite de garder le silence, laissant le son s'éteindre de lui-même. C'est ainsi que tu devrais te comporter dans les discussions. Apprendre à ne pas lutter pour avoir toujours le dernier mot. S'accrocher à ce besoin est comme se battre avec un écho interminable, qui n'apporte rien de nouveau. Il ne fait que répéter la même chose avec un ton différent jusqu'à t'épuiser. Lorsque tu décides de lâcher l'impulsion de répondre au dernier commentaire, tu te libères du jeu inutile qui alimente le conflit. La plupart des disputes verbales s'allongent parce qu'aucun des deux ne veut céder. Chacun pense que cesser de parler en premier est une défaite, alors qu'en réalité la véritable victoire réside dans la préservation de la paix mentale. Le stoïcisme enseigne que tu n'as pas le devoir de gagner chaque discussion, mais de rester maître de toi-même. Dans un monde où tout le monde cherche à avoir raison, le sage choisit d'avoir la paix. L'habitude de vouloir conclure les conversations par un commentaire final vient souvent de l'ego. Cette impulsion naît de la peur de paraître faible ou que l'autre pense qu'il a gagné. Mais l'opinion d'autrui sur qui a gagné ou perdu une discussion n'a pas de pouvoir réel sur ta vie. Celui qui n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit a plus de liberté. En te retirant avant de tomber dans des provocations sans fin, tu démontres ta maturité et ton autocontrôle, deux qualités qui imposent plus de respect que n'importe quelle phrase finale. Pratiquer cette leçon nécessite de la patience et de l'autoconscience. Lorsque tu remarques qu'une discussion commence à se transformer en un échange répétitif, fais l'effort conscient de t'arrêter. Reconnais que tu as déjà dit ce que tu avais à dire et qu'insister ne fera que prolonger l'épuisement. Une phrase simple comme « j'ai déjà clarifié ma position » ou « je n'ai rien de plus à ajouter » ferme la porte au conflit sans nécessité de confrontation supplémentaire. Il est également important d'apprendre à tolérer le silence inconfortable qui suit parfois le fait de céder le dernier mot. Beaucoup de personnes ressentent le besoin de remplir ce silence par des explications ou des défenses supplémentaires. Mais ce vide est en réalité la fin de la discussion. Permettre l'existence de ce silence est une façon de montrer que tu n'as pas besoin de plus de mots pour soutenir ta position. C'est un geste qui oblige l'autre à faire face à ses propres mots sans ton aide pour continuer à alimenter le conflit.
L'erreur la plus courante est de croire que céder le dernier mot te retire de l'autorité. C'est exactement le contraire. Celui qui a besoin d'avoir toujours la dernière phrase démontre de l'anxiété et un manque de contrôle. Celui qui peut garder le silence après avoir exprimé son point de vue montre clairement qu'il est sûr de sa position et n'a pas besoin de validation externe. Pour transformer cette attitude en une habitude, commence par la pratiquer dans de petites interactions quotidiennes. Lorsqu'une personne essaie d'avoir le dernier mot dans un débat trivial, comme dans la file d'attente du supermarché ou dans une conversation en ligne, garde simplement le silence après ta dernière phrase. Et avec le temps, tu remarqueras que ton esprit se sent plus léger et moins pris dans les émotions qui auparavant te faisaient trop discuter. Céder le dernier mot n'est pas une capitulation, c'est un acte de supériorité émotionnelle. En refusant de continuer à jouer le jeu de l'ego, tu protèges ta tranquillité et tu projettes de la maturité. Comme l'écho qui ne renvoie qu'un seul son puis disparaît, tu apprends que toutes les réponses ne nécessitent pas de réponse et que la véritable force se démontre lorsque tu sais quand t'arrêter. 8. Ta valeur ne dépend pas de leur opinion. Le soleil ne demande pas la permission de se lever ni n'attend des applaudissements pour briller. Il se lève chaque jour avec la même lumière, même s'il y a des nuages qui le couvrent ou des personnes qui préfèrent l'ombre. Ainsi doit être ton estime de toi au milieu des discussions et des conflits, ferme, indépendante, sans dépendre de ce que les autres pensent ou disent de toi. Lorsque ta valeur personnelle repose sur l'approbation d'autrui, toute critique devient un coup direct à ta tranquillité. En revanche, si tu comprends que ta dignité ne change pas avec les opinions externes, personne ne peut te retirer la paix ni te manipuler avec des mots. Dans les situations conflictuelles, l'une des attaques les plus courantes est d'essayer de te diminuer avec des commentaires qui remettent en question ton caractère, ton intelligence ou tes décisions. C'est une tactique pour te déstabiliser émotionnellement et te sortir de ton centre. Le stoïcisme enseigne que les paroles des autres ne sont pas des faits. Ce ne sont que des jugements qui en disent plus sur eux que sur toi. Celui qui apprend à séparer ce qui est réel de ce qui n'est qu'une opinion cesse d'être vulnérable à ces provocations. Ta valeur ne réside pas dans l'approbation ni dans les éloges, et encore moins dans les critiques. Elle réside dans la cohérence avec laquelle tu vis, dans les décisions que tu prends et dans la paix que tu maintiens lorsque d'autres essaient de te définir. Chaque fois que tu permets à la voix de quelqu'un de déterminer ton état émotionnel, tu cèdes un pouvoir qui devrait être exclusivement à toi. C'est pourquoi, lors de discussions tendues, il est essentiel de se rappeler que ce que les autres disent de toi ne change pas ce que tu es. Pour appliquer cette leçon, pratique l'art d'écouter sans absorber. Tous les commentaires n'ont pas besoin de réponse, et toutes les critiques ne méritent pas ton attention. Si quelqu'un dit quelque chose pour te blesser, demande-toi d'abord si c'est vrai. Si c'est le cas, prends-le comme un rappel pour t'améliorer. Si ce n'est pas le cas, laisse-le passer comme le vent qui ne laisse pas de traces. Cette pratique, courante dans la philosophie stoïcienne, t'aide à ne pas réagir avec colère, ni avec anxiété, car ta réaction ne dépend plus des paroles des autres, mais de ton propre jugement. Souvent, les opinions des autres n'auraient pas autant de pouvoir si tu ne les renforçais pas avec tes propres pensées négatives. Commence à te parler avec le même respect que tu attends des autres. De dire « cela ne me définit pas » ou « ma valeur ne change pas en fonction de ce que les autres pensent » est une façon de te rappeler que ton identité ne se négocie pas dans l'opinion publique. Cette habitude renforce ton esprit et te prépare à affronter les critiques sans te sentir attaqué. L'erreur la plus courante est d'essayer de convaincre tout le monde de penser du bien de toi. Vouloir expliquer, justifier ou clarifier chaque malentendu est épuisant et te rend prisonnier de l'approbation externe. Tout le monde ne verra pas ta vérité et c'est bien ainsi. Le respect qui compte vraiment est celui que tu ressens pour toi-même en restant fidèle à ce que tu considères comme juste, même si les autres ne le comprennent pas. Lorsque quelqu'un critique ta façon de t'habiller, de parler ou d'agir, respire et demande-toi si cette opinion définit ton essence. Si ce n'est pas le cas, laisse-la rester en dehors de toi.
Fais l'effort conscient de ne pas donner d'explications inutiles. Avec le temps, tu te rendras compte que tu as de moins en moins besoin de la validation des autres et que ton calme devient de plus en plus difficile à briser. Ta valeur ne dépend pas de leur opinion parce que personne d'autre ne vit ta vie ni ne porte tes décisions. Cette compréhension te rend libre, te rend immunisé contre les attaques qui cherchent à te faire sentir petit et te donne une présence plus ferme dans toute situation conflictuelle. Tout comme le soleil brille, même s'il n'est pas vu, tu dois apprendre à maintenir ta lumière intacte, sans demander la permission ni attendre l'approbation pour continuer à avancer la tête haute. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu.